Bonjour, notre sujet sont les personnes prêtes à tout pour gagner leur vie au détriment de leur sécurité, du regard des autres et du risque pénal. Certaines personnes subissent de la discrimination à l'embauche et d'autres par besoin financier. Donc ils n'ont pas le choix de gagner de l'argent comme ils peuvent, que ce soit légal ou illégal. Avec Yuna, Léa, Morgane, Kylian, Marion, Anaïs, du service civique à Unicité. Quand on entend parler des métiers légaux, vous pensez à quoi? À plein de choses. Des métiers illégaux, c'est des métiers où il n'y a pas de cotisation, on ne s'est pas déclaré à l'URSSAF, etc. On considère qu'on est dans un travail qui n'est plus dans le cadre de la légalité. Un métier illégal, c'est à partir du moment où on n'a pas de protection sociale, on ne cotise pas pour sa retraite et qu'on est forcément dans une situation de précarité. Et qu'en pensez-vous? Que c'est inadmissible. On profite quelque part, c'est une autre forme d'esclavage, même si on peut parfois y trouver du bénéfice à court terme. À long terme, ça peut être une catastrophe pour les gens. On ne sait pas ce que l'avenir vous réserve en bonne et mauvaise surprise. Et quand vous n'avez pas cotisé, quand vous pouvez vite vous retrouver dans une situation inextricable. Et si vous deviez faire ça, ce serait quoi les raisons? Ça serait pour gagner un petit peu plus d'argent et faire des économies, mais c'est un très mauvais plan et je ne le ferai pas, promis juré. Et pour vous, est-ce que ce sont des métiers faciles? Je pense qu'on fait pas ça par choix, on fait ça par obligation. Donc non, je ne dirais pas que c'est des métiers faciles et c'est des gens qui travaillent souvent dur, donc non, c'est pas une facilité. C'est souvent une contrainte, on est obligé par les conditions de vie, etc. Bonjour, quand on vous parle des métiers illégaux, ça vous fait penser à quoi? La drogue, la prostitution et des métiers réalisés par des migrants peut-être. Pour toi du coup, qu'est-ce qu'un métier illégal? Je pense que c'est un métier non déclaré à l'État et qui principalement profite un petit peu des gens aussi. Donc si tu devais faire ça, ce serait pour quelle raison? Pour l'argent. Est-ce que tu penses que c'est des métiers faciles? Non, pas du tout. Non. Je pense que s'ils sont illégaux, c'est qu'il y a une raison, donc non. Alors quand on entend parler des métiers illégaux, à quoi ça te fait penser? Vendre du cannabis dans la rue, c'est un métier qui est pas autorisé par la loi. Et donc si tu devais faire ça, ce serait pour quelle raison? Pour gagner plus d'argent. Pour moi, vendre du cannabis par exemple, je trouve que c'est simple. Du coup, c'est pas compliqué. Après, pour faire les trottoirs, ça doit être un peu plus pénible. Alors, quand on entend parler des métiers illégaux, ça te fait penser à quoi? Tout ce qui touche à la drogue, tout ça, et au travail du sexe, tout ça. C'est un métier qui est répréhensible par la loi. Si tu devais faire ça, ce serait pour quelle raison? Principalement l'argent, je vois pas autre chose. Je pense que c'est vraiment en termes de grande nécessité et quand on peut pas faire autrement, je pense. Et donc, pour toi, est-ce que ce sont des métiers faciles? Clairement pas, parce que justement, vu que c'est illégal, il y a beaucoup de risques et tout. Ça demande énormément d'organisation. Par exemple, dans le cadre des travailleuses du sexe ou quoi, travailleurs et travailleuses du sexe, c'est surtout le contact avec des gens dangereux, tout ça. Alors, quand t'entends les mots métiers illégaux, ça te fait penser à quoi? Généralement des métiers faits, on va dire, au black, c'est-à-dire des métiers où l'État n'est pas au courant de forcément tout, comme faire par exemple des travaux chez un pote et d'être rémunéré à la fin. Mais après les vrais métiers illégaux, quand on y pense vraiment, c'est peut-être par exemple vendre de la drogue ou ce genre de trucs. Mais sinon, ça me fait penser à rien d'autre à part ça. Et si tu devais faire ça, ce serait pour quelle raison? Manque d'argent, certainement. Je pense que c'est pas facile à porter parce qu'il y a beaucoup de conséquences derrière. Que ça soit, je pense quand on revend de la drogue, je pense qu'il y a tout ce qui est les flics derrière, même le casier judiciaire, ça peut faire peur pour après. Puis même au sein de ce genre d'organisation, c'est souvent un peu malsain, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Je pense que c'est assez dangereux quand même. Alors quand on parle des métiers illégaux, ça vous fait penser à quoi? C'est les droits du travail, l'âge minimum requis, permis de travail. C'est un métier qui ne respecte pas certaines règles. Parce que j'ai besoin d'argent, ce genre de choses? Pas nécessairement, je pense pas. Parce que s'ils sont illégaux, c'est parce qu'il y a en règle générale des personnes qui ne veulent pas faire ce type de travail. Peut-être qu'il est dégradant, peut-être que c'est sur des produits ou des matériaux qui sont illégaux aussi, un marché parallèle, ce genre de choses. Donc quand on parle de métiers illégaux, ça vous fait penser à quoi? Moi je pense direct à dealer, guetteur, etc., les métiers au quartier. C'est un métier qui n'est pas reconnu par l'État avec de l'argent sale. Si un jour je suis vraiment au dèche, si un jour j'ai plus de thunes, pourquoi pas. C'est des métiers qui sont trop faciles d'accès, genre tu demandes et puis tu l'as quoi. Puis vu que c'est pas reconnu, t'as pas besoin de faire trop de démarches. Non, je pense pas, tous les métiers ont leurs difficultés. Genre je sais que quand t'es guetteur, dealer, si tu te fais choper par la BAC, les flics, etc., donc c'est compliqué. Mais sinon, c'est des métiers trop faciles d'accès. Quand on parle de métiers illégaux, ça te fait penser à quoi? Vendeur de drogue, forcément. Qui n'est pas autorisé par la loi, qui n'est pas reconnu comme tel. Et donc si tu devais faire ça, ce serait pour quelle raison? C'est que vraiment je suis au bout du gouffre, c'est que t'as plus le choix quoi.
Voilà. Et donc pour toi, est-ce que tu penses que ce sont des métiers faciles? Non, je pense pas. Parce que t'es un peu dans l'illégalité tout le temps, donc si tu te fais choper, après, c'est ton problème, quoi. Donc quand on parle de métiers illégaux, ça vous fait penser à quoi? À tout ce qui est de la drogue, la prostitution, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, tous ceux qui travaillent au noir, même si c'est des métiers légaux, mais pas déclarés, ça revient à faire un métier illégal à la fin. Tout ce qui n'est pas déclaré, qu'on paye pas d'impôts, que l'État n'autorise pas, je pense que les gens font ça plus par besoin que par choix. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas le choix et qui peut-être sont discriminés pour certains autres métiers, donc ils ont que ça comme porte de secours et il leur faut bien un gagne-pain, donc c'est triste à dire, mais ils n'ont pas le choix. Alors sûrement pas pour le plaisir, mais pour l'argent, comme tout le monde, pour nourrir ma famille ou en cas extrême, si vraiment j'ai pas de boulot, que j'ai vraiment besoin d'argent pour payer le loyer, la bouffe, tout ça, que le danger court tous les jours, dans tous les domaines. Le risque de se faire prendre par la police et d'avoir des répercussions tout au long de sa vie, de se faire menacer, harceler, peut-être même tuer, tabasser, et voilà. On est dans l'émission Prêt à tout pour gagner leur vie. On a choisi le sujet des trafiquants de stupéfiants pour expliquer que certaines personnes font cela par dépit pour subvenir à leurs besoins. Certaines personnes subissent de la discrimination à l'embauche, donc ne peuvent pas gagner assez d'argent pour avoir une vie à peu près stable, et d'autres par besoin financier. Donc certaines personnes n'ont pas le choix de gagner de l'argent comme ils le peuvent, que ce soit légal ou illégal. Le trafic de stupéfiants est le fait d'acheter ou revendre des drogues illicites. Parmi les personnes qui sont dans le trafic, on retrouve aussi dealers, guetteurs, nourrices, transporteurs, gérants, ou le fait d'en produire aussi. Pour gagner leur vie, certains sont prêts à vendre des photos de leur corps. En effet, plusieurs sites existent pour ce genre de contenu. Prenons comme exemple OnlyFans. De base, OnlyFans est un site qui permet de créer des contenus vidéos et photos par abonnement. Une fois abonné, le fan peut aller encore plus loin en interagissant avec le créateur, en lui faisant des demandes privées. De base, ce site était dédié aux amateurs de photos, mais après quelques années, c'est devenu un des sites les plus réputés en matière de contenu pornographique. Comme on l'a vu, certains et certaines se voient obligés de vendre leur corps pour subvenir à leurs besoins, mais malheureusement, la prostitution n'existe pas seulement dans le monde digital. La prostitution, c'est une activité qui consiste à fournir un service sexuel contre une rémunération. Au niveau de la loi, l'exercice et le racolage sont permis, mais l'achat des services sexuels est interdit depuis 2016. On dénombre entre 30 et 44 000 prostituées en France en 2022, dont 91% d'entre elles seraient étrangères et à 74% victimes de réseaux mafieux internationaux. Alors, un réseau mafieux, c'est dans certains pays économiquement et socialement faibles, des personnes qui promettent à d'autres, parfois mineurs, de les emmener dans un autre pays comme la France et de s'occuper d'elles, de leur offrir un travail. Seulement, à l'arrivée, elles se rendent compte qu'on leur a menti et elles subissent un dressage. Donc un dressage, c'est des viols collectifs, des privations de nourriture, un enfermement, des violences physiques, des menaces sur la famille, du chantage, du racket, etc. En France, en général, 99% des clients de la prostitution sont des hommes. On souligne que la précarité et la vulnérabilité sont des facteurs d'entrée et de maintien dans la prostitution. Mais il existe de nombreuses associations comme le Mouvement du Nid qui accompagnent les personnes en situation ou en danger de prostitution. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie, travailleuse du sexe et présidente fédération du Parapluie Rouge. Bonjour, la Fédération Parapluie Rouge, c'est un regroupement de plein d'associations et de collectifs en France, donc des associations de santé communautaire, de travailleurs, travailleuses du sexe. Et du coup, je suis travailleuse du sexe et plus précisément, étant donné que le travail du sexe, c'est plein de types de métiers différents, puis j'exerce la prostitution. Je ne vends pas mon corps car quand j'ai fait une passe avec un client, mon corps est toujours là. Il n'y a pas des petits morceaux qui sont partis comme ça. Du coup, c'est pas on vend son corps, c'est en fait la prostitution, c'est de la vente de services sexuels, de prestations de services sexuels. Il y a un gros désaccord en France dans le débat public sur une grande partie des gens qui disent que la prostitution n'est pas du travail. En général, les gens qui disent ça ne sont pas des personnes concernées par la prostitution. Du coup, moi, je suis prostituée et je peux vous dire que c'est un travail que je fais. Hein. Ça paye mon loyer, ça paye ma bouffe, ça paye mes nouvelles chaussures magnifiques que j'ai. Ça, c'est très cliché, le truc des loups-boutins.
Je porte pas de Louboutin. Et du coup, en gros, moi, un échange de prestations de services en échange d'argent, ça s'appelle du travail, quoi. Sinon, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Donc, je ne vends pas mon corps, je vends des services. Et sur la question des pourcentages aussi, donc des chiffres qui sont dits dans votre introduction, j'aimerais bien savoir quelles sont vos sources. C'est hyper compliqué à chiffrer la prostitution en France sur déjà le fait que c'est une activité qui est quand même clandestine. Il n'y a pas des gens qui viennent vous voir en disant « je suis prostituée, comptez-moi dans vos chiffres ». Enfin voilà, c'est on va dire un spectre avec des réalités de vie et de travail qui sont ultra différentes. On va dire que souvent on parle de nous comme étant un bloc homogène, avec des grandes tendances, et en fait, on n'est pas un bloc homogène, en fait, on est juste plein de personnes très différentes, quoi. Un peu de tous les âges, avec des gens qui aiment leur travail, des gens qui aiment pas leur travail, des gens qui font leur travail avec autre chose ou en attendant de faire autre chose. Enfin voilà, il y a genre plein de situations, et du coup, c'est difficile de parler avec des chiffres. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler de chiffres qui recouvrent réellement la réalité. Qu'est-ce qui t'a mené, du coup, à faire prostituée ? Et comment ça t'est venu, quoi ? Je me suis rendu compte que c'était difficile de vivre d'amour et d'eau fraîche, que pour payer mon loyer et ma vie et mes frais de facture, j'avais besoin de gagner du fric. Je suis un petit peu arrivée dedans par hasard, on va dire, parce qu'en fait, en gros, je sais pas si vous avez déjà remarqué que quand on est une meuf sur internet, les propositions de payer en échange de cul, elles sont quand même assez... c'est un truc qui arrive assez facilement, quoi. Et du coup, en gros, il y a un jour quelqu'un qui m'a proposé en gros de me payer en échange d'un service sexuel. Du coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y, pourquoi pas, on tente. Du coup, après, je me suis dit, ok, moi, ça me convient, cette activité. Après, du coup, évidemment, il m'a fallu du temps. J'étais très, très naïve au début. Je me suis évidemment énormément endurcie parce que j'ai appris à poser mes limites, poser mes conditions. On dit souvent, il y a un peu cette idée souvent d'imaginer que les prostituées seraient complètement passives face à leur activité. En vrai, non. En fait, nous, on décide de qu'est-ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, c'est pas open bar. En fait, on décide des tarifs, on décide des prestations qu'on fait. Il y a des pratiques que certaines d'entre nous font, d'autres qu'elles font pas. Enfin voilà. Donc en gros, moi, j'ai en gros une série de pratiques que je propose avec des tarifs selon le temps passé avec moi, parce que en fait, c'est un petit peu la différence. Moi, je travaille en racolant par internet, donc je trouve mes clients par un système de petites annonces. Ouais. Du coup, sur internet. En général, c'est vraiment en général, c'est pas tout le temps. En général, les tarifs sont au temps. Enfin, on est payé pour genre 20 minutes, 30 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure, 2 heures, une nuit. En gros, moi, je fais vraiment du secrétariat, quoi. La plupart de mon travail, c'est en gros... En fait, j'ai un numéro pro. J'ai un portable téléphonique avec un numéro pro. En gros, les gens, ils me contactent. Et en vrai de vrai, moi, j'ai un message copié-collé en disant « Bonjour, je m'appelle Nania, je fais ça, pour telle somme, quoi. » Enfin, c'est vraiment très... Il n'y a rien de glamour, quoi. Ouais. Et après, du coup, il y a déjà, c'est pour ça qu'il y a un premier tri. Si le client, déjà, il est OK avec les tarifs, du coup, on voit si on peut prendre rendez-vous, quoi. Et puis, s'il n'est pas OK, qu'il essaye de négocier, je l'envoie se faire... Mais après, voilà, ça dépend. On n'a pas toutes les mêmes manières de bosser. Mais on va dire qu'en fait, nous, on est les professionnels. C'est notre travail. Et en fait, c'est nous qui proposons qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, t'as été amené à quel genre de danger, quand même, où il a fallu vraiment que là, tu t'es dit, il faut que je m'impose. Alors, je travaille avec des mecs. Mes clients, c'est des mecs. Donc, forcément, je suis exposée à des violences parce qu'en fait, les violences sont faites par les mecs. Tout simplement. Comme toutes les meufs de ce monde, je vis des violences au travail, quoi. Mais je crois que c'est pas la prostitution n'a pas le monopole de ça. Après, oui, du coup, moi, les trucs auxquels je peux être confrontée, c'est exactement comme dans la vie de couple hétéro. Des mecs qui essayent d'enlever la capote, des mecs qui insistent, qui font du chantage, qui vont mettre des fessées sans demander. Mais ça, je pense que c'est pas que dans la prostitution. Enfin, moi, c'est des trucs qui me sont aussi arrivés avec mes dates Tinder ou avec les mecs de manière générale. Enfin, voilà. Après, c'est sûr que forcément, il y a ce qu'on appelle, nous, la putophobie, qui est les discriminations et les violences qui sont vraiment spécifiques aux personnes qui exercent le travail sexuel. Et du coup, ça va être toute la série de clichés qu'on peut avoir sur nous. Par exemple, un truc qu'on entend très souvent, que la prostitution serait du viol tarifé. Je peux vous assurer que nous, on est assez compétentes pour savoir qu'est-ce qu'un viol et qu'est-ce qui n'est pas un viol, en fait. C'est horrible de dire d'ailleurs que c'est du viol tarifé, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de différence, en fait, entre quelque chose où on aurait consenti et quelque chose où on n'aurait pas consenti. Le mouvement du nid, par exemple, dit ce genre de truc. Mais en gros, moi, par exemple, ce que j'explique aux gens, c'est que moi, je consens, en fait, quand j'ai choisi mon client et que c'est OK, qu'il respecte mes conditions, je consens à effectuer ce rapport sexuel avec lui. Mes conditions, notamment, c'est que ce soit payé avec l'argent que je veux. Je peux tout à fait consentir sans désir. Le désir et le consentement, c'est pas la même chose. De la même manière qu'on peut aussi désirer quelqu'un,
et ne pas consentir. En gros, moi, du coup, je désire pas spécialement mes clients. Enfin, en fait, je les choisis parce que c'est des bons clients et parce qu'en fait, je les choisis parce qu'ils me payent pour mon travail, quoi. Mais après, toutes les violences qui peuvent avoir lieu, enfin, c'est quand même assez, c'est un peu l'enfer, quoi. Parce que en gros, nous, on a quand même, enfin, la prostitution, c'est quand même un des seuls métiers où en fait, les femmes, elles sont juste assassinées au travail, quoi. Il y a eu une 50aine de collègues qui ont été tués depuis 2011 en France. C'est sûrement plus parce qu'il y a des personnes qu'on n'a pas forcément pu identifier et beaucoup des collègues étrangères, parce qu'évidemment les agresseurs et les meurtriers vont aller plus volontiers entre guillemets vers une meuf qui a pas de papier, qui parle pas français et qui pourra jamais rien faire contre eux parce qu'elle a juste aucun pouvoir dans la société. On va dire que je suis plutôt bien lotie parce que j'ai des privilèges, je suis une femme blanche, je suis cisgenre et j'ai des papiers français. Donc forcément, c'est sûr que je suis moins une proie. Mais j'ai quand même déjà vécu des violences au taf, ou en tout cas dû recadrer, déjà senti en danger. De toute façon, de base, ça, je pense, c'est juste le fait qu'on soit des femmes. Ouais, et du coup, est-ce que celles qui ont été assassinées, ça rentre dans le terme féminicide ou pas du tout ? C'est un peu la grosse question parce que ça commence un petit peu à être... Enfin, c'est compliqué. En fait, en général, nous, les luttes des prostituées travailleuses du sexe, on est souvent exclus des milieux féministes. C'est le cas à Besançon, notamment. On n'est juste jamais invités. Voilà, c'est toujours le mouvement d'Uni et jamais nous, quoi. Donc, c'est un peu pénible parce que... Enfin, moi, par exemple, pour moi, la journée des droits des femmes et minorités de genre, le 8 mars, je vois pas pourquoi on pourrait pas être là-bas. Parce qu'il y a un truc qui est quand même ultra genré dans la prostitution, où effectivement, alors compliqué à dire, mais je pense que la majorité des personnes qui exercent la prostitution sont des femmes cisgenres et transgenres. Mais encore une fois, ça reste à... Enfin, c'est pas... Je me lancerai pas sur un chiffre, parce qu'il y a aussi beaucoup de collègues qui sont des mecs cisgenres et qui ont une clientèle gay. Il y en a beaucoup quand même. Donc, il y a quand même des clientes féminines. Oh ouais, bah, franchement c'est... Bon alors c'est peut-être le seul chiffre avec lequel je suis d'accord dans votre introduction, c'est les 99% des clients sont des mecs cisgenres. Moi j'ai déjà eu une cliente un jour, mais sinon non. Par contre moi j'ai déjà été cliente. Je l'ai dit à la radio en espérant que... voilà, qu'il n'y aura pas de souci, mais... Et en fait, moi, c'est que j'ai assez envie de recommander à des gens, je crois, des meufs notamment, parce que je trouve que aller voir un ou une professionnelle... Enfin, en fait, il y a un truc qui est assez sain, je trouve, dans la prostitution, dans le fait que les choses, elles sont hyper... Enfin, en fait, il n'y a pas de place pour l'implicite, il n'y a pas d'implicite, en fait. On sait combien de temps ça va durer, on sait ce qu'on va faire, on sait à quelle heure ça finit. Enfin, en fait, il n'y a pas ce truc aussi d'enjeu affectif où tu pourrais ne pas trop oser demander au mec avec qui tu couches de faire ci ou ça, parce que, enfin, tu vois, voilà, parce que ça peut être compliqué. Et en fait, là, il y a un truc qui est hyper clair, en fait, c'est hyper professionnel, quoi. Donc en fait, bah, il y a pas de surprise et du coup, il y a pas de spontanéité en fait. Voilà. Et du coup, t'as déjà eu des clients qui avaient un attachement par rapport à toi, qui s'attachaient et puis du coup, ça faisait que... C'est les pires. Ouais, en fait, moi, je veux plus bosser avec des clients réguliers, notamment par rapport à ça, parce que très souvent, ils essayent de sortir du cadre et moi, ça me fait péter un câble. Pour moi, ça rentre dans le continuum des violences putophobes. C'est souvent un truc, tu vois, le client qui va te dire qu'il tombe amoureux, c'est complètement ça. Et puis en fait ça va être genre moi j'ai déjà eu des clients, tu vois, qui par exemple me disent ouais, on pourrait peut-être se voir pour aller au resto, je t'invite au resto et tout. En fait, c'est quoi mon intérêt, moi, aller au resto avec lui? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être payé, en fait. Et même s'il me paye le resto, c'est pas intéressant. Enfin, et en fait, du coup, ça va être un peu ce truc là aussi de... Enfin, là où je trouve que ça rentre dans les violences, dans le continuum des violences putophobes, c'est qu'en fait, c'est déjà essayer de sortir du cadre. Et du coup, moi, ça pourrait m'arriver de dire à un client, je veux bien qu'on se voit en gratuit, mais c'est si ça vient de moi. Pour moi, un client qui essaie, en fait, ça rentre déjà dans la négociation. Mais en fait, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est en fait, une personne qui va chez le kinésithérapeute, jamais ça lui viendrait à l'idée de dire, est-ce que tu pourrais me voir en gratuit, ou genre, est-ce que tu... Non, mais enfin, tu vois, ça n'arrive pas, en fait. Et du coup, moi, ce que j'essaye de dire aux gens en général, c'est essayer de traiter la question de la prostitution comme on traiterait d'autres travails, d'autres métiers. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 4 ans. Après, j'ai pas toujours... Enfin, j'ai eu par intermittence d'autres sources de revenus. Je suis aussi... moi, je vais le dire parce que c'est intéressant. Je suis aussi formatrice en autodéfense pour les travailleuses du sexe. Donc ça, c'est... Ouais. Un peu ambigu parce qu'effectivement ça pourrait rentrer dans une forme de délit de proxénétisme, hein, de soutien. Mais bon, après, du coup, en gros, j'anime des ateliers où on fait un échange de savoir et de compétences entre prostituées. Et en gros, la formation que j'ai faite, du coup, j'ai passé un diplôme et tout. Et en fait, c'est des outils qui ont été mis en place par des travailleuses du sexe, notamment des meufs qui travaillent dehors à Paris, genre au bois de Boulogne ou des trucs comme ça. Et en fait, en gros, du coup, on se retrouve entre travailleuses du sexe et on est en mode, voilà, on a nos compétences et notre expertise des trucs et du coup, on partage ensemble des outils pour lutter contre les violences, quoi. Et ça, c'est un truc que je trouve un peu révolutionnaire parce qu'il y a aussi ce truc de
de badass, quoi. Enfin, en fait, moi, pareil, je sais qu'il faut pas faire des généralités, mais moi, clairement, les meufs, le corps de métier où j'ai vu les meufs les plus courageuses et les plus, badass, quoi, c'est genre les putes, quoi. Enfin voilà, tu vois, j'ai des collègues, genre à chaque fois je suis en mode... Et je me sens ultra badass aussi, en fait. Et je sens que je suis plus badass depuis que j'ai commencé staff. Parce que j'ai appris à poser mes limites aussi. Et ça, c'est un méga enjeu féministe hyper important, quoi. Est-ce que tu arrives à avoir une vie stable et à avoir la vie que tu désires? Oui, du coup, oui. En fait, la prostitution, par essence, elle est précaire. Enfin, c'est une activité précaire parce qu'en fait, on n'est pas salarié. Donc, en fait, j'ai pas d'assurance chômage. Je cotise pas pour le chômage. Je cotise pas pour... j'ai pas d'arrêt maladie. Genre, si je tombe malade. Genre, j'ai eu le Covid, là, 2 fois. Quand j'ai eu le Covid, j'ai pas pu travailler, quoi. Donc ouais, du coup, c'est précaire. Donc en un sens, c'est pas très stable parce que tu sais jamais combien tu vas gagner dans le mois. Pour moi, ça, c'est assez pénible. Enfin, c'est un peu le prix à payer parce que moi, j'ai pas envie d'être salarié, j'ai pas envie d'avoir un patron. C'est pas que j'ai pas envie, mais en tout cas, je préfère ne pas avoir de patron. Mais c'est vrai que du coup, il y a des mois, je suis pas sûre à 100% de si je vais réussir à payer mon loyer et tout. Enfin voilà, ça peut être un peu short. Je mets de l'argent de côté et puis voilà, quoi. Mais oui, après, est-ce que j'arrive à avoir une vie stable? J'ai un logement, j'ai des chats. Je suis une personne assez normale, quoi. Mais quand tu parles de précarité, du coup, pour la retraite, c'est vrai, t'en auras pas. Ouais, alors ouais, c'est le grand sujet du moment. Quand t'es prostituée, tu peux déclarer tes revenus sous forme d'auto-entreprise. Donc du coup, moi, c'est mon cas, je suis déclarée à l'URSSAF. Après, je déclare pas tout, parce que je considère aussi que vu le peu de droits que j'ai... voilà, en tout cas, je suis plutôt dans les clous, justement parce que je vais à visage découvert pour parler dans des trucs de médias ou des choses comme ça. Du coup, je me suis dit, c'est mieux pour moi, tu vois, d'éviter d'être trop dans une situation gênante. Et du coup, quand même, quand t'as le statut auto-entreprise, si tu déclares une certaine somme tous les mois, tu cotises un petit peu pour ta retraite. Voilà, mais c'est peanuts, quoi. Oui, du coup t'as 27 ans. Ouais, j'ai 27 ans. Et puis ça fait 4 ans, ok. Ouais. J'ai dit quoi? Ah oui, et niveau familial, du coup, ça a été comment? Ouais, en fait à un moment j'en ai eu un peu marre de vivre dans le stress que ça soit découvert, donc je l'ai dit un peu à tout le monde. Et en fait maintenant je le dis. C'est aussi pour moi une manière de normaliser un peu le truc et de me dire aussi en fait moi j'ai les privilèges de pouvoir en parler sans risquer de me faire expulser du territoire, sans risquer de perdre la garde d'enfants. Enfin, du coup je me dis c'est aussi pour moi le truc du militantisme, c'est aussi de rapporter publiquement la parole de mes collègues et des revendications, quoi. Oui, donc du coup j'ai décidé que genre j'allais un peu en faire mon cheval de bataille et du coup en parler parce qu'en fait quand tu l'annonces aux gens, quand tu dis que t'es prostituée, travailleuse du sexe, tu vois, en général les gens ils sont un peu genre... En fait moi souvent ils pensent que je rigole, tu vois, souvent ils pensent que je fais une blague et après en général les gens posent des questions et du coup pour moi c'est une très bonne arme en fait pour tu vois du coup développer un peu, expliquer. Je me rends compte aussi qu'en général les gens ils sont pas trop au courant du cadre légal en France. En même temps, c'est vrai qu'il est un peu chelou, quoi. Et du coup, moi, toute ma famille est au courant. Et ça, c'est quand même très bien parce que j'ai plutôt du soutien. Enfin, en fait, je crois, soit les gens s'en foutent, parce qu'en fait, ils voient bien que, du coup, en fait, tu vois, on n'est pas que son travail. Enfin, tu vois, en vrai, personne peut être réduit qu'à son taf, quoi. Même si je sais que vraiment, des fois, je sais pas comment les gens nous voient, nous les prostituées, mais enfin, je pense qu'il y a un truc de fantasme délirant. On les voit juste sur le trottoir, en fait. Les gens, ils s'arrêtent à ça, ils les voient et c'est tout. En général, les gens qui passent et puis ils cherchent pas à comprendre. Et puis... ou en tout cas, je pense qu'effectivement, ils cherchent pas à comprendre, mais par contre, ils cherchent pas non plus à déconstruire les pensées qu'ils ont, quoi. Enfin... Parce que là, moi, quand tu parles, je vois que tu sais ce que tu fais. Moi, je pense que c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je trouve ça cool de venir aujourd'hui et de vous rencontrer, en vrai. Parce que j'ai l'impression d'avoir suffisamment affûté mon discours aussi pour que les gens, ils se disent, ouais, en fait, elle a raison. C'est pas que j'ai raison, mais si, en fait, en gros, moi, je vois bien le truc, c'est que, en vrai, on peut être philosophiquement pour ou contre la prostitution. En fait, la question pour moi, elle est pas là. Le truc, c'est que juste, il y a énormément de personnes qui pratiquent ce truc, qu'on est exposé à des violences qui sont spécifiques, qu'on est exposé à des problématiques de santé et d'accès aux droits. Et du coup, pour moi, il y a une lutte. La lutte, elle est à cet endroit. On verra le mouvement d'Uni dans 40 millions d'années. Peut-être qu'ils pourront dire oui, c'est bien, on a vaincu la prostitution. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Genre vraiment... Pour moi, il y a un truc juste pragmatique, même si moi, j'aime pas mon travail. Enfin, moi, j'aime pas mes clients, quoi. Je veux dire, en plus, surtout, j'ai changé de point de vue parce que ça fait quand même longtemps. Et du coup, autant avant, je pouvais être un petit peu en mode un peu touchée, un peu émue. Là, maintenant, juste, il me dégoûte, tu vois. Mais en fait, la question, elle est pas là. C'est pas parce que je suis dégoûtée par mes clients qu'il faut abolir mon travail. Ou en tout cas, faire de la répression. Parce que oui, moi, je suis pour l'abolition du patriarcat, je suis pour l'abolition du système capitaliste. En l'occurrence, je pense que je connaîtrais pas la chute de ces systèmes de mon vivant. Donc comment on fait pour que, en fait, en attendant, ça se passe le mieux, que mes collègues et moi, on puisse bosser de la manière la plus sécuritaire possible, la moins précaire possible, même si ça l'est toujours, quoi.
Et c'est pour ça que nous, on est vraiment sur un truc de dépénaliser notre travail et retour au droit commun, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin... Il existe déjà des lois sur la traite humaine, sur l'esclavage. C'est déjà des choses qui sont définies par le code pénal. Et du coup, on n'a pas besoin, en plus, de trucs propres à la prostitution. Parce qu'en fait, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, du coup, ça fait juste que ça nous empêche de nous entraider, ça nous empêche d'accéder à des trucs, et ça renforce le stigmate. Je pense que vraiment, déjà, le fait de revendiquer que c'est un travail... Parce qu'en vrai, depuis ce temps que je passe à côtoyer des collègues, j'ai rencontré vraiment des tas de gens ultra différents, avec des meufs qui détestent leur travail, des meufs qui ont eu des gros macros, des meufs qui adorent leur boulot, des profils hyper différents. Le dénominateur commun de toutes ces personnes et de tous ces discours, c'est le travail. Les gens disent qu'ils travaillent, en fait. On parle de clients, on parle de travail. Du coup, juste ça, je trouve que c'est quand même un principe de base d'écouter la parole des concernés, quoi. Mais du coup, quand tu dis que tes clients te dégoûtent, tu prends jamais de plaisir en même temps. C'est une des questions qui revient le plus souvent, ça. Ça m'est déjà arrivé. Enfin, en fait, je suis pas là pour ça. Le rapport qu'on a à la sexualité, il est hyper intime. Et ça dépend vraiment de chaque personne. Mais en fait, pour moi, c'est pas un truc qui me met en souffrance de coucher avec quelqu'un avec qui je prends pas de plaisir ou que je désire pas. Parce qu'en fait, déjà, je l'ai déjà fait plein de fois dans ma vie avant de me faire payer. Maintenant, ce qui serait horrible, ça serait de le faire gratuitement. Tu vois avec les nulos, là. Mais sinon... En fait, en gros, moi, mon truc, c'est genre, j'ai une prestation à faire dans un temps imparti, je sais ce que je dois faire. En plus, après, en vrai, je me suis hyper professionnalisée, tu vois. Maintenant, j'ai même plus besoin de regarder l'heure quand je fais une presta, parce que je sais dans ma tête combien de temps ça dure et tout. Même si chaque personne est un peu différente, mais c'est un truc de ouf. Genre, maintenant, j'ai une horloge dans la tête et tout. Et du coup, bah, si je prends du plaisir, tant mieux, quoi. Mais du coup, en général, c'est pas trop le cas. Enfin, ça dépend. Des fois, je trouve que les clients sont... Je trouve pas que les clients soient moins respectueux que les mecs avec qui j'ai eu des relations gratuites, quoi. C'est un truc de ouf, hein, mais... Comment se passent tes relations amoureuses en général, du coup? La vaste question. Ouais. C'est compliqué. Ouais. C'est difficile. Bah, après, c'est un assez bon filtre aussi. Parce que du coup, moi, je le dis toujours... Enfin, les gens savent, avant qu'il se passe quoi que ce soit, ils savent quel travail je fais. Et je leur explique bien que j'arrêterai jamais la prostitution parce que quelqu'un me l'a demandé. Donc, en fait, ça arrive que des gens... soit réellement ok, mais en même temps j'ai déjà eu aussi soit des mecs qui m'ont carrément mis un gros stop parce que ils savaient quel travail je faisais et du coup ils voulaient même pas commencer une relation avec moi. Ça pour moi ça rentre aussi dans ce que je vous disais sur le spectre de la putophobie, hein, une discrimination, enfin genre c'est ouf quoi. Et puis après ça m'est déjà arrivé d'entendre des mecs genre me dire si j'avais su que t'étais une pute je serais jamais sortie avec toi, ce genre de choses charmantes. Mais du coup maintenant je crois que je m'en fous un peu. Je crois aussi que les relations amoureuses elles ont... Enfin la sexualité et les relations amoureuses ont moins de place dans ma vie maintenant. Aussi parce que très clairement en fait genre moi j'ai pas spécialement envie de faire du sexe en dehors du travail. Enfin tu sais en fait c'est vraiment le truc de... Bah quand t'as fait un truc toute la journée t'as juste... Je sais pas si t'as envie de faire le soir quoi. Mais là en ce moment j'ai un compagnon avec qui ça se passe très bien et qui est cool et je crois que ça va sur le fait qu'il capte. Nous allons faire un débrief sur tout ce que nous avons entendu, prêt à tout pour gagner sa vie. Donc, les métiers illégaux. Personnellement, je considère que selon la situation de la personne ou même ses choix, en fait, c'est pas jugé. Par exemple, dans la vente de drogue, il y a beaucoup de pointes qui utilisent ou de gérants qui engagent des mères de famille ou des personnes qui sont dans la pauvreté. Et en fait, c'est peut-être un moyen pour elles d'arrondir les mois parce que, genre, on sait pas, en fait. Et c'est pas quelque chose qui est à juger parce qu'on connaît jamais la véritable situation des personnes. Et du coup, même si c'est illégal, comme pour la prostitution, si c'est pour raison de pauvreté, est-ce qu'on peut vraiment critiquer cela ? On a vu aussi dans quelle situation, dans quel cas... on pourrait faire ces choix-là. La plupart des personnes nous ont répondu que ce serait cause de pauvreté pour subvenir aux besoins d'eux-mêmes ou de leur famille, de leurs proches. Mais nous ou vous, est-ce que vous seriez prêts à faire des métiers illégaux et pour quelles raisons ? Je pense que là, à l'heure actuelle, j'en serais pas capable parce que c'est très dangereux et il y a beaucoup de risques, que ce soit dans tous les domaines, la prostitution, la vente de drogue et tout. Mais je pense que si je suis confrontée à la pauvreté et que c'est le dernier recours pour nourrir mes enfants, mes parents, ma famille, même moi-même, je pense que je réfléchirais pas trop longtemps si on me proposait quelque chose comme ça. Et ça peut paraître bizarre de poser cette question, mais du coup, vers quelle branche
de métier tu te tournerais? Que ce soit la prostitution, la vente d'armes ou de stupéfiants. Après, c'est divers et varié. Dans les métiers illégaux, il y a aussi travailler au black. Mais alors, je pense que travailler au black, il faudrait trouver... c'est peut-être plus dur à trouver des clients. Enfin, il faudrait avoir sa propre entreprise déjà et avoir des chantiers qu'on passe au black. On peut pas trop dire je vais travailler au black là dans quel domaine. Enfin, c'est un peu bizarre. Et du coup, je pense que vendeur d'armes, je pourrais pas parce que j'ai trop peur de tout ça. Vendeur de drogue, ça peut être un peu le plus facile. Enfin, je vais à Planoise, je trouve. Ouais. Après, je sais pas mentir. Donc la police, elle m'interroge, je me fais prendre au bout de 2 semaines. Je pense pas que je serais très bonne dans ce rôle. Ouais. Et dans la prostitution, je sais pas si je serais capable de donner mon corps comme ça. Mais du coup, je pense que je me tournerais vers les plateformes. Juste vendre des vidéos sans qu'il y ait de toucher. Je pense. Je compte pas m'y mettre. Mais si vraiment, je pense que ce serait celle-là. Donc voilà, on a parlé de est-ce que c'est des métiers faciles ou pas. Moi, par exemple, je pense que c'est des métiers où c'est plutôt facile d'entrer. Mais une fois qu'on est dedans, on peut être vite pris au piège. Et puis, on n'arrive pas forcément à s'en sortir. C'est dangereux. Et puis, il y a beaucoup de risques. C'est un peu le jeu du chat et de la souris entre le gouvernement et nous-mêmes. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du coup de la facilité ou pas Ça dépendrait du métier. Genre un métier au black où tu fais énormément d'efforts, des trucs comme ça, ça sera forcément difficile physiquement, comme pour la prostitution ou mentalement. Enfin, vendre son corps pour de l'argent, ça doit être genre tellement horrible, puis même tous les dangers et tout liés au viol, aux violences sur les prostituées, des trucs comme ça. Pour ce qui est de la vente d'objets et de biens illégaux, comme tu as dit, ça serait en fait c'est facile d'y entrer, mais c'est beaucoup plus difficile d'en sortir, hein, parce que tu as des risques liés à la police, liés à la loi. Et que même, en fait, du moment où ça te suit, que ça s'est connu, et que t'as un nom dans ça, ça restera toute ta vie, en fait. Et on entend quand même beaucoup parler des règlements de compte, et je pense que c'est à prendre en compte aussi. J'ai entendu parler qu'il y avait énormément de CRS qui faisaient un tour à Planoise, parce que Planoise, c'est un quartier connu pour le trafic de stupéfiants. C'est comme samedi soir, il y a eu un mort à Claire-Soleil pour règlement de compte aussi. Et c'est de plus en plus, les jeunes ont de moins en moins peur de tuer pour de l'argent ou quoi que ce soit. Sauf que il y a beaucoup de jeunes autour qui sont tués ou blessés juste parce qu'ils se retrouvaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'y a pas que ça, mais c'est un danger qui est vraiment réel et qui est de plus en plus présent. Est-ce que le fait d'avoir rencontré une prostituée, de lui avoir posé des questions, qu'elle nous ait raconté son quotidien, est-ce que ça a changé votre regard? Ou est-ce que vous avez appris beaucoup de choses sur ce milieu-là? Alors forcément, je pense qu'on en a beaucoup appris parce qu'on ne connaît pas tout, on a un point de vue extérieur. Moi, je pense que ça m'a pas mal sensibilisée. Du fait qu'on a tous des idéologies là-dessus et puis qu'on n'est pas forcément jugeant, mais on comprend pas. Et du coup, là, on a peut-être un peu plus compris, en tout cas moi. Et puis, on sait que c'est un métier pas facile, mais ça peut être un métier quand même. Enfin, ça pourrait être considéré comme un métier quand même. Et la prostituée qu'on a rencontrée, elle se considérait vraiment comme prostituée et n'avait pas honte de ça. Avait un quotidien pas tous les jours facile, bien évidemment, mais... elle savait quand même à peu près ce qu'elle faisait et puis ça la dérangeait pas totalement non plus. Moi j'ai trouvé admirable sa façon de s'affirmer, d'assumer ce qu'elle faisait et d'en parler à la radio ou même à nous, de tout nous expliquer. Et elle était très claire. C'était très intéressant de parler avec elle. Et par exemple, moi j'ai appris le putophobie. Je savais pas tellement que ça existait. Je pense qu'on le savait tous un peu au fond de nous, mais on connaissait pas vraiment les termes. Mais d'un côté, on va pas dire que c'est un métier comme les autres, mais ça reste quelque chose que beaucoup de gens exercent.
il faut pas dénigrer non plus trop les gens. Elle et il méritent d'avoir plus d'aide, de soutien, même une légalisation en quelque sorte pour avoir un peu de protection. Dans certains pays, il existe encore des maisons closes et personnellement je trouve ça bien parce qu'en fait ça leur permet une sécurité et un endroit où exercer leur métier où il y a des personnes qui sont là pour surveiller ce qui se passe, ainsi aussi qu'une assurance. Un règlement est quelque chose qui est vraiment construit par rapport notamment au problème des MST et de toutes les infections sexuellement transmises et même des meurtres liés à la putophobie en fait. On va pas faire une révolte non plus, mais je pense que ça doit être limite partout parce qu'on sait très bien que tous métiers illégaux ne s'arrêteront pas du jour au lendemain. Surtout qu'il y en a beaucoup qui font ça parce qu'elles n'ont pas le choix et qu'elles sont dans la pauvreté. Et du coup, ce serait bien de les protéger. Et ironiquement, la prostitution, c'est illégal, mais c'est un des plus vieux métiers du monde. C'est un des plus vieux métiers du monde. Et puis, je vais pas dire... tout le monde l'accepte, mais la plupart des hommes sont bien contents qu'il existe. Et puis en revenant sur la vente de stupéfiants, tout ça, je vais pas dire légalisons tout, machin, etc. Non. Mais je pense que, par exemple, même le cannabis, aux Pays-Bas, c'est légal et ça pose beaucoup moins de problèmes que, par exemple, ici en France où ça ne l'est pas. Je pense que ce serait légal, et il y aurait beaucoup de gens qui ne consommeraient pas et puis il y aurait moins de problèmes, on va dire, d'un côté. Après, la légalisation du cannabis, ça réduira la vente de énormément de dealers. Et en fait, je pense pas qu'il faudrait légaliser le cannabis, mais plutôt le dépénaliser. Parce que légaliser, ça veut dire que ça ferait de l'argent à l'État, mais ça doit... à mon avis, ça doit rester un marché qui est un marché des cités, en fait. Même si les dealers arrêtent de vendre du cannabis, ils vont commencer à vendre pire. La drogue la moins chère avec le cannabis, c'est le crack. Du coup, c'est mieux que les jeunes ils achètent du cannabis à des dealers ou du crack. Après, c'est un sujet très difficile à aborder et on n'aura jamais les réponses à tout. Par exemple, si la justice mettra en prison un dealer, mais un violeur sera 10 fois plus compliqué. Par exemple, réfléchir sur les punitions. Après, c'est pas à nous de le faire non plus, c'est juste un point de vue, un avis. Et c'est très compliqué de changer les lois, de changer les choses, de changer les façons de penser, etc. Sur les peines, pareil, reprendre aussi tout ce qui est des violences faites aux prostituées. Il y en a beaucoup qui meurent et ça, l'État ne fait rien du tout. Je sais même pas s'il les comptabilise dans les féminicides. Oui, alors que c'est des féminicides. Pareil. On va pas dire trop ça non plus, mais quand même un peu les yeux là-dessus. Et il y a plus de trafiquants de drogue qui sont en prison que de violeurs, de violeurs ou de tueurs de femmes ou de tueurs en général, quoi. En fait, l'État priorise trop l'arrestation des dealers et d'autres personnes qui font des métiers illégaux, alors qu'à côté, des personnes qui sont vraiment des dangers pour les autres humains, ils en font pas vraiment attention. Comme ce que tu disais pour le viol, c'est genre la majorité des violeurs sont pas condamnés, il y a que 0,90% des violeurs qui sont condamnés, et qui ont une véritable peine en fait. Et aussi, c'est très long. Une fille qui s'est fait toucher à 8 ans, par exemple, après sa majorité, à 20 ans, je crois, pour porter plainte, quelque chose comme ça. Et le temps qu'elle s'en rende compte de ce qui s'est passé et qu'elle mette vraiment des mots là-dessus. Puis, c'est plus dur à prouver aussi un viol qu'un trafic de stupes. Oui, aussi. Et donc, le jour où elle va porter plainte, ça va encore mettre peut-être 10 ans avant qu'il y ait vraiment une peine, ou alors juste qu'il y ait une considération envers ce qui s'est passé. Et si tu t'es pas fait violer la veille, t'as pas forcément de preuves de ça, et même t'en as jamais vraiment, et puis faut nous croire, quoi. Donc vous avez à peu près notre avis et une petite discussion sur Prêt à tout pour gagner sa vie. Merci de nous avoir écoutés pour l'émission Prêt à tout pour gagner sa vie. C'était Lola avec l'équipe d'Unicité. Au revoir.